Radio Peloton. Radio Peloton. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour un nouveau numéro Radio Peloton. On va évidemment parler cyclisme avec nos experts Quentin Finet et Jean-Marie Garay. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Avec la saison qui a repris la semaine passée, et donc déjà des choses à raconter. On va aussi se projeter sur ce qui va se passer cette semaine. Avant ça, l'introduction habituelle. Qu'est-ce que vous avez retenu de la semaine écoulée, Jean-Marc ? Alors ça fera partie évidemment d'un chapitre tout à l'heure puisqu'on parlera du Tour Down Under. La chute de Van Aert. Ici même, la semaine dernière, avec David Leher, on s'est dit c'est peut-être le moment pour lui de recommencer une saison positivement. Je pense que David avait même espéré le voir et dire peut-être il va peut-être aller gagner une étape, et puis patatras. Il se casse la figure, il abandonne. J'espère pour lui que ça ne va pas entacher la suite, mais quand on sait la saison qu'il a connue l'année dernière, on espérait qu'il reparte à zéro. J'ai lu l'excellente chronique d'Axel Merckx dans l'ADH, qui lui aussi se disait si il est à 100% physiquement, il va sans doute refaire des résultats. Bon, voilà, j'attends. Ça a mal démarré. Heureusement, rien de cassé. Oui, mais c'est une épreuve à étapes, au soleil, où tu devais prendre des kilomètres, et tu ne les prends pas. Donc, quelque part, c'est un coup d'arrêt quand même. Oui, en effet, un problème. Et puis, pas beaucoup de réussite non plus pour l'instant pour l'équipe Lotto Intermarché fusionnée. On a aussi eu la blessure de Dely. Enfin, plus de petits coups d'arrêt que de début, que de début prometteur, mais ça ne fait que commencer. Quentin, qu'est-ce que tu retiens de ça ? Moi, je vais aller du côté positif de l'infirmerie, on va dire, et la charge d'entraînement de Wout van Aert. Il avait dit au début du mois de janvier que les prochains mois allaient être conditionnés par la manière dont il allait pouvoir s'entraîner sur ce stage collectif à La Nucea en Espagne. La semaine dernière, il a fait une sortie de 6 heures, 180 km, 4000 mètres de dénivelé positif. Donc pour quelqu'un qui a la cheville en vrac, c'est plutôt pas mal, et donc c'est annonciateur de bonnes choses, en tout cas on l'espère pour le printemps. Oui, Arnaud Dely aussi a pu reprendre quand même des entraînements assez sprint aussi. De mon côté, j'ajouterais juste un point sur l'équipe Unibet Rose Rockets, qui démarre quand même très bien avec sa recrue phare, Dylan Groenewegen, qui score dès la première course de la saison. Qui bat Magnier. Qui bat Paul Magnier. Et Groenewegen n'était quand même plus le plus gros scoreur non plus parmi les sprinteurs ces 2-3 dernières années. Là, gagner dès le début, c'est quand même assez prometteur. On a l'impression qu'il a encore pris en musculature. Il est assez impressionnant. Avec Marcel Kittel dans le staff. Donc c'est assez prometteur pour l'équipe de Bas Titima, qui vise, on le rappelle, une invitation pour le au Tour de France. Exactement. On passe au premier débat. On va parler de la formation UAE Emirates de Pogačar, qui n'a pas encore repris, mais il y a tous les autres qui pourraient être leaders dans toutes les équipes du World Tour. Est-ce que cette équipe est obsédée ou pas par les 100 victoires cette saison ? C'est la question qu'on va se poser. Le petit quiz avant ça. Quel a été le meilleur résultat des UAE Emirates dans les 3 courses espagnoles de vendredi, samedi, dimanche ? Ils sont loin, je crois. C'est Morgado 8e, 2 fois 8e. J'allais dire pas top 5. C'est plutôt décevant pour cette équipe-là. Donc voilà, une petite porte qui s'ouvre pour les autres, en tout cas sur le début des courses espagnoles. À l'inverse, au Tour Down Under, Jevine a fait une vraie démonstration avec Narvaez sur l'étape Rennes, Quentin. Oui, ils sont déjà à 3 victoires, si je ne me trompe pas, avec le titre de champion d'Australie de chrono de Vine aussi. L'étape et le général sur le Down Under, ça commence fort. C'est un petit peu dans les mêmes clous que l'année dernière, puisque l'année dernière, c'est Narvaez qui avait gagné une étape du Down Under. Ils avaient gagné le général, et je pense que Morgado aussi avait gagné une course en Espagne relativement tôt. Je suis allé sur le Media Day de l'équipe UAE au mois de décembre. On a posé la question cash à Matching, qui est un petit peu le cerveau sportif, on dit, de cette formation, et ce chiffre de 100, c'est pas quelque chose qu'on assume en tout cas comme un objectif clair chez UAE. Par contre, on sent quand même que c'est quelque chose qui vit dans le groupe des coureurs, etc. Cosnefroy, visiblement, par exemple, va être sur un programme de course entre guillemets de seconde zone pour pouvoir performer, essayer d'aller chercher des victoires. Et Timo Ehlens, lui, avait très envie d'aller faire le Tour d'Oman, et on lui a demandé de faire plutôt un programme aussi espagnol parce qu'on veut aller chercher des victoires. Et donc la logique qui est derrière tout ça, c'est d'essayer d'engranger un maximum de succès. On ne parle pas de ces chiffres de 100, mais on sent clairement que c'est quelque chose qui vit en interne. Et on sait aussi que cette formation est assez attachée au symbole. Gianetti, il y a quelques années de ça, avait reçu comme mission de la part des instances émiraties d'aller chercher ce titre de première formation mondiale au Ranking World Tour. Et là, maintenant, le chiffre de 100, ce serait quand même quelque chose de symbolique. Ils sont passés vraiment pas loin l'année dernière avec 97. Ça dépend un petit peu comment on compte, puisque les succès de Pogačar à l'Euro
l'Euro et au Mondial n'était pas pris en compte. Mais moi, je pense clairement qu'ils peuvent y arriver. Ouais, Jean-Marc, quand on sort d'une saison aussi pleine que la saison 2025, pour garder la motivation dans les troupes, c'est une bonne chose finalement de dire il faut aller en chercher 3 de plus pour atteindre les 100. UAE, c'est une dream team. Et quand ils transfèrent des coureurs, l'idée c'est de leur inculquer ce type de winning, de la gagne. Voilà, exactement. C'est de dire, oui, ok, t'es équipier, mais il y a des courses, nous, on veut que tu gagnes. On prend l'exemple de Wellens, on l'a mis en condition pour pouvoir aller gagner ses courses. Quand il était chez Lotto, il les gagnait moins, il faut bien l'avouer. Donc il y a cette culture de la gagne. Ceci dit, ils ont mis la barre tellement haut. 97, allez, ajoutons les deux, ça fait 99. Évidemment qu'à un moment donné, il va falloir... Ils veulent mettre un objectif supplémentaire. Mais 100, c'est énorme. Il faut gagner tout le temps. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de marge par rapport à ce qu'ils ont déjà fait l'année dernière. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'ils vont aller gagner de plus que la saison dernière? Je rappelle que Pogačar, il y a des étapes, toutes les courses pratiquement où il participait à l'exception de San Remo et de Roubaix. Donc, c'est très bien de mettre cet objectif en tête. Maintenant, il ne faudrait pas que ça les bloque à un moment donné. Parce que, je veux dire, une course, ça se gère aussi. On ne fait pas que gagner des courses pour le record. Mais bon, c'est plutôt, en début de saison, c'est plutôt bien de se mettre une barre le plus haut possible, plutôt que de dire, on va peut-être gagner de temps en temps. Non, évidemment, eux, c'est des numéros mondiaux, ils ont l'objectif d'aller gagner partout, tout le temps. La marge de progression la plus évidente, elle est sans doute sur les sprints. Alors, elle va peut-être pas se résoudre cette année parce qu'ils ont gardé le même effectif, c'est-à-dire le seul Molano comme vrai sprinter. Molano, cuisse très rapide. Combien de victoires en 2025 ? 2. Exact. J'allais dire 3. Donc, en 2024, une seule. Ça fait 3 en 2 ans. Ouais. Mais il n'a pas de train. Donc il n'a pas de train. On l'a vu il a un wagon, c'est lui. On l'a vu au Tour Down Under, il s'est quand même retrouvé à rouler aussi pour Vine à certains moments parce que l'équipe était un peu décimée. J'allais dire, est-ce que le sprint, c'est pas un petit peu contre nature pour UAE? Quand on voit la manière dont ils ont l'habitude d'évoluer, c'est une équipe qui court de manière toujours très agressive avec des grands leaders justement. Ils se cantonnent pas uniquement sur la gestion d'un classement général. Ils vont chercher les étapes souvent avec pas mal de panache quand même. L'étape où ils font le doublé avec Narvaez et Vine en a un beau symbole, je trouve. Donc, est-ce que prendre un sprinter, c'est une bonne idée quand on a un effectif comme le leur? Je suis pas certain. Si mes souvenirs sont bons, si j'ai bien lu ce que Quentin a écrit durant la période du mercato, si j'ai bien compris, à un moment donné, ils ont envisagé Bini Girmay. Ça a été un nom qui a à un moment donné c'était une rumeur en tout cas. Ouais. Mais si tu prends Bini Girmay, tu peux pas le laisser tout seul. Tu peux pas dire à Molano, tu vas ailleurs, et puis je prends Bini tout seul. Ouais. Ça sert à rien. Donc clairement, ils n'ont pas pris l'option de prendre un gagnant de sprint massif, alors qu'il y en a quelques-uns qui pourraient faire l'affaire et qui pourraient gagner aussi des courses pour UAE, mais je pense que c'est une vraie option. Oui, il y a sprint massif et puis peut-être des profils un peu plus intermédiaires. On pense à un Brennan chez Visma. Bon, lui, Visma a réussi à le blinder pour quelques années, mais ce type de profil qui peut être un peu passe-partout et régler des sprints à 20 ou 30, ce que Narvaez peut faire aussi parfois, dans une certaine mesure, mais ce genre de profil pourrait remplacer Molano en 2027, Molano en fin de contrat, j'ai regardé. Donc si, imaginons, il n'arrive pas à la barre des 100 cette année et que ça reste un objectif à l'avenir, il pourrait se dire, là, on va quand même aller recruter autre chose que des grimpeurs. C'est peut-être un des rares leviers, je trouve, sur lequel ils peuvent travailler pour le futur. Oui, et puis je pense que ils ont un management sportif qui regarde plus loin que le bout de son nez, plus loin que cette saison-ci. Il regarde déjà les saisons. Les jeunes les saisons, exactement, les jeunes qui sont en train de percer. Quand on voit qu'ils ont été chercher Del Toro très tôt. Péricas cette année qu'on annonce comme... le Suisse aussi assez tôt. Voilà. Donc ils pensent quand même à la suite. Il n'y a pas que Pogačar, même s'il mobilise beaucoup d'attention et d'énergie, il y a la suite. Ouais, Vine de plus en plus fort pour y revenir sur le Tour Down Under. Il a fait une démonstration. Il a mis 20 ou 30 secondes à tout le monde en 1 kilomètre d'ascension. Alors qu'il attendait Narvaez qui était complètement mourant dans sa roue, mais il l'a tiré pendant tout le final. On peut s'attendre à un Vine encore plus fort que les saisons précédentes. C'est assez... comment dire ça? C'est une évolution qu'on remarque assez souvent chez UAE de coureurs qui arrivent comme équipiers, qui se développent comme leaders sur des courses entre guillemets de seconde zone, si on peut les appeler comme ça en tout cas, et puis qui franchissent étape par étape. Donc Vine est encore jeune, c'est un talent qui s'est révélé relativement tard, et je pense que dans les prochaines années c'est un nom qui va continuer à grandir. Un gars qui a été souvent bloqué par la malchance et qui a failli perdre le Tour Down Under sur une chute à cause d'un kangourou. Bon alors,
traditionnellement, dans les classiques flandriennes, il y a inévitablement un débat ici sur la présence des chiens. Sur la route, il faut tenir votre chien en laisse, etc. Ici, c'est l'animal, peut-être pas de compagnie, mais l'animal des Australiens, c'est un kangourou. Ouais. Bon, ça rajoute une touche presque d'humour, parce qu'heureusement, la chute de Vine n'a pas été décisive. Il a pu repartir, mais ça rajoute un peu à l'histoire de ce tour, pour bien dire qu'effectivement, on n'est pas à Merelbeek, mais on est en Australie. Peut-être un signe pour Vine, qui à une certaine époque aurait abandonné à coup sûr sur cette chute. Là, il se relève. Par contre, Mikkel Bjerg, et ça c'est quand même pas rien, omoplate cassée, je pense, clavicule cassée, main cassée. Et Narvaez, je veux dire, pour EAE, c'est un couac. Hein. C'est deux éléments importants des classiques des Flandriennes. Bjerg a déjà fait top 5 au Tour des Flandres. Narvaez pour Milan-San Remo aussi. Narvaez, surtout pour Milan-San Remo, peut-être l'élément le plus important dans la Cipressa pour durcir la course. Donc on en reparlera certainement plus tard dans le printemps si d'aventure les deux coureurs ne peuvent pas revenir en temps et en heure. Rien à ajouter sur ce début de saison des UAE? Moi, j'aimerais qu'on fasse un petit prono. Est-ce que UAE va arriver aux 100 victoires? Moi, je pense que non. Moi, je pense que ça va être compliqué de faire mieux que la saison dernière. Ils ont performé à peu près partout où ils pouvaient. Je ne vois pas où ils vont aller chercher des victoires supplémentaires. Puis ils n'ont quasiment pas eu de couac aussi en termes de blessures. Exactement. Et tout ça. Donc c'est ce qu'on disait, la marge est tellement mince pour aller chercher ces 100 victoires que ça va être très compliqué. Peut-être que si c'est une obsession, ça sera peut-être encore plus dur aussi, si c'est moins naturel, etc. Donc effectivement, je pense que l'année dernière, ils s'y sont pris au jeu. En se voyant, tiens, on est à 85, on en gagne 3, on est à 88, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chercher les 100? Le dire dès le début de saison. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas dit avec force, justement. La dynamique est très importante, et là, il va falloir la créer. C'est sûr que c'est plus facile quand elle est déjà installée. Parfait, on passe au deuxième débat. Messieurs, on va parler de l'Alula Tour en Arabie Saoudite qui débute cette semaine, puis remportée par Pidcock l'année passée. Donc c'est quand même une course qui prend du galon d'année en année. Il y aura aussi le Challenge de Majorque qu'on va rapidement évoquer cette semaine. L'Alula Tour, c'est 2 arrivées au sommet cette année. Avant ça, le petit quiz, messieurs. Quel est le nom de l'équipe de George Hincapie qui fait ses débuts à l'Alula Tour, une toute nouvelle équipe américaine. Adventure. Allez, on l'accorde. Modern Adventure. Modern Adventure. Un point pour Jean-Marc. Avec Bobby Ulich comme directeur sportif. Il y a quelques noms qui résonnent années 90. Pour l'instant, plus du côté des directeurs sportifs que des coureurs, mais en tout cas une équipe qui saura sans doute grandir au fil des années. 2 arrivées au sommet à l'Alula Tour, Quentin. Il y a la montée, excusez-moi pour la prononciation, du Birgeda Muntenwirka de 5 km à 6%, et puis il y a l'arrivée finale, ce qu'on appelle le Sky View, donc là c'est 8 km à 5,7%, mais je suis déjà allé une année sur l'Alula Tour à l'invitation de ASO, et sur cette montée il y a un passage qui est absolument abominable. Je pense que ça doit faire 1,5 km, qui est même plus dur que le mur de Huy. Il y a plus de 15%, je crois qu'il y a un passage à 19, donc c'est vraiment un truc de pur puncher, mais c'est une course qui est montée en Pro Series, je pense qu'on l'a déjà dit, avec un plateau de sprinters qui est intéressant. Il y a Milan, il y a Jacobsen. Moi je serais curieux de voir un petit peu ce que va donner Gaviria chez Kajar Rural. Il y a Arvid de Klein aussi qui sera là chez Tudor, et puis des coureurs de classement en général, avec Jan Christen chez UAE, on en parlait, la jeune pépite suisse, et Guita ou Dunbar entre autres. Jean-Marc, ça devait être la reprise de Tim Merlier aussi, cette course, mais il est blessé. Donc le mieux quand même quand on est blessé, c'est de rentrer au moment où on ne l'est plus, de pas aller forcer les choses. Donc je trouve que c'est particulièrement bien géré. Ceci dit, moi j'ai regardé un peu ce matin la start list, et moi j'ai envie de mettre un œil spécifique sur l'équipe qui a quitté Remco Evenepoel, parce que moi j'entends cette équipe, il est plus là. Maintenant, on peut se montrer. Maintenant, on a le champ libre. Donc, j'espère que... Mais je crois que ça va même s'appliquer, Jean-Marc, à l'absence de Merlier, parce que Bert Van Lerberg, qui est un des grands copains de Merlier, c'est quand même un gars qui a battu très régulièrement Merlier dans les catégories de jeunes. Donc, peut-être que l'absence de Merlier va faire éclore un autre sprinter inattendu. Sur ce type d'épreuve où il n'y a pas de Remco, où il faut rouler pour lui, voilà une occasion pour ces coureurs qui sont soi-disant libérés de se montrer. Si j'ai bien compris, Maury Van Sevenant, par exemple, est au départ. C'est quelqu'un qu'on a attendu. Puis l'année dernière, il a connu une saison compliquée. Voilà, c'est le genre de... Tu parles d'arriver pour puncher.
pourquoi pas aussi revoir ce maillot, puisqu'on ne le verra plus sur le dos de Remco. Ouais, qu'est-ce qu'on attend de la Soudal Quick-Step à la Loula-Tour? Ça, Van Sevenen peut sans doute... Jean-Marc a bien résumé les choses. Je trouve Van Sevenen qui peut aller chercher. Ils vont clairement être dans une optique de chasseur d'étape avec Van Sevenen. Et puis moi, je suis vraiment curieux de voir ce que va faire Van Lerberg, parce que c'est un coureur, en tout cas chez les jeunes, qui avait une vraie pointe de vitesse. Là, il s'est mis dans le costume de dernier homme de Tim Merlier. Mais quand il a sa chance, pourquoi pas, face à des mecs comme Milan, ça va peut-être être compliqué, mais c'est intéressant à voir quand même. Parce que, pour revenir un tout petit peu en arrière sur le Tour Down Under, les arrivées au sprint, c'est chaque fois un différent qui a gagné. Je trouve ça d'ailleurs plutôt bien. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui était au-dessus du lot. Je crains ici, quand je vois le plateau, il y a des bons sprinteurs, mais si Milan est un peu à niveau... visiblement, l'équipe Lidl Trek va servir de cette épreuve comme test aussi au niveau du train, parce qu'il y a eu pas mal de changements. On sait qu'il y a Sperstuyven notamment qui est parti, donc ils seront en mode réglage. C'est intrinsèquement le meilleur sprinter, bien sûr, de ce plateau, ça c'est clair. C'est le meilleur. La seule question concerne effectivement les automatismes avec ces nouveaux équipiers, ou pas forcément des nouveaux, certains qui vont peut-être intégrer le train qui n'y était pas avant. Quentin a vite fait évoqué Gaviria chez Cara Rural. Quel âge Gaviria, messieurs? 31. J'étais super surprise. Il fait plus vieux. Il fait plus vieu. On a l'impression qu'il est là depuis 15 ans, mais il a que 31 ans. Il a signé pour seulement un an chez Cara Rural, donc l'air de rien, il a intérêt entre guillemets à se bouger s'il veut poursuivre sa carrière. Un nom qu'on n'a pas encore cité, Milan Fretin, parmi les sprinteurs, qui est quand même un des gros espoirs chez Cofidis, c'est un des gros leaders. En tout cas, on espère l'emmener au Tour de France pour gagner des étapes à moyen terme quand même. Donc il y a beaucoup d'espoir sur lui. Fabio Jakobsen aussi, qui revient d'une blessure qui devient de plus en plus dure pour les cyclistes. C'est ces petits problèmes d'artère fémorale. C'est ce qui a poussé la fin de carrière d'Elise Orbit en cyclocross. Jakobsen a connu ça. Jakobsen est quand même l'ombre de lui-même depuis sa fameuse chute du Tour de Pologne. Sa fameuse chute. Il a gagné une étape du Tour de France quand même après. Ça c'est peut-être son moment de renouveau, mais sinon, chaque fois qu'il y a un sprint, on le voit pas. J'ai regardé, le Team Picnic annonce qu'ils veulent lui redonner du rythme dans les sprints. Donc il serait déjà content s'il participe au sprint, ce qui montre bien que l'ambition n'est pas mesurée. Au niveau du classement général, on a évoqué Jan Christen vite fait tout à l'heure. Parmi les possibles révélations chez UAE Emirates, c'est lui le favori, Quentin? Je pense. Je l'avais vu l'année dernière au Tour d'Algarve notamment, où il avait impressionné, je trouve, par sa maturité, sa gestion. On sent que c'est déjà un gars qui a une forme de leadership en lui, dans le sens où il sait utiliser une équipe aux bonnes fins en tout cas. Et je pense que ça va clairement être le leader. C'est un coureur que le staff émirati a envie de faire grandir justement dans les prochaines années. Ce que j'entends aussi en interne, c'est que par rapport à Ayuso par exemple, c'est quelqu'un qui vit encore chez ses parents. Il a peut-être pas la maturité d'un coureur de 25 ou 30 ans. Donc voilà, c'est continuer à le faire grandir aussi à côté du vélo, en dehors de ses pures qualités sportives. Ouais. Jean-Marc, tu as noté d'autres noms? Non, moi j'avais pointé le jeune Suisse, parce que d'abord c'est un coureur dont j'aime bien la manière de courir. Il montre que c'est sans doute quelqu'un en devenir. Après, il faut scorer. Chez UAE, il faut scorer. Si on te met ici l'étiquette de leader de la course, il faut répondre aux attentes. Jusqu'à présent, il a plutôt fait. Donc, voilà. Encore un petit quiz. Le point commun entre 3 coureurs de cette start list: Milan Vader, Alan Atterley et Fritz Bisterbos. 3 vététistes. Il y en a déjà un que je connais pas. 3 vététistes. Donc quand même, on sent aussi qu'il y a des gens qui se renouvellent vers le cyclisme sur route. Généralement, les grosses pentes dont tu parlais, à plus de 15%, ça leur convient à ce type de profil. Point commun plus facile entre Lorenz Rex, Dries de Potter et Dries de Bont, qui seront début dans une nouvelle équipe. Leur début dans une nouvelle équipe. Donc Lorenz Rex avec Soudal Quick-Step et de Potter et de Bont avec Jaiko Alula. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça pourrait être surprenant, mais ils seront dans l'équipe australienne. Et alors, dernier point pour cette semaine, la reprise aussi au Challenge de Majorque d'un certain Remco Evenepoel. Quentin. Sur un chrono par équipe. Moi, je suis très impatient de voir ce que ça va donner, parce que ça va servir pour beaucoup d'équipes de grands tests par rapport au chrono qu'on aura sur le Tour en ouverture à Barcelone. Donc il y a beaucoup d'équipes qui arrivent avec une vraie préparation derrière. C'est quelque chose qui
a été travaillé pendant de nombreux jours sur les stages collectifs en décembre et en janvier. Et puis Remco, je pense, va vouloir marquer son territoire, montrer que Red Bull a eu raison d'investir en lui. Et je crois qu'il va, c'est quelque chose auquel il va mettre un point d'honneur, c'est de marquer son entrée sous ce maillot-là. Ouais, Red Bull n'a pas investi que en lui. Il y a Dan Bigham qui est un expert absolu de l'aérodynamique. Enfin, il y a beaucoup de moyens qui ont été mis autour du contre-la-montre. Donc tout autre résultat qu'un top 3, voire une victoire, serait décevant. On en parlait déjà ici la semaine dernière lors du premier Radio Peloton de la saison. C'est qu'il a franchi un cap en matière de structure, on lui donne les moyens de s'améliorer, ce dont il se plaignait un peu dans son équipe précédente. Maintenant, de nouveau, c'est à lui à prouver qu'effectivement, il a une marge de progression, je dirais un peu partout, même en chrono. Je pense qu'il y a encore moyen d'aller gagner quelques pourcents. Mais comme le dit Quentin, première course, premier chrono, boum, faut le faire pour montrer. Bon voilà, je suis pas venu pour aller sucer la roue de Lipovic, je suis là pour être le leader. Même si on ne s'attend pas à les voir encore en top forme, mais bon, ça sera le cas des autres aussi, sans doute, qui n'ont pas forcément coché cette épreuve comme le principal objectif de leur saison. Et si on parlait cyclocross, messieurs, troisième débat. Le quiz directement, combien de victoires en Coupe du Monde pour Van Der Poel désormais ? 51. 51. Et combien le dossard d'Eddy Merckx. Et combien, oui, c'est pour ça que je savais que ce serait facile à retenir pour vous. Combien de podiums Lucinda Brandt elle avait enchaîné avant sa 10e place à Maasmechelen ? Elle a 18 victoires, je dirais 21 podiums. Non, beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est plus que que sur la saison précédente oui, aussi, en évidemment. comptant toutes saisons confondues. 30 ? 63. 63 podiums consécutifs avant de chuter entre guillemets à Maasmechelen. On peut en parler vite fait de Lucinda Brandt, Quentin. Ça sera son gros objectif de la saison. Elle a gagné la Coupe du Monde, mais elle a échoué au championnat d'Europe, au championnat national des Pays-Bas. On peut imaginer qu'elle est boostée à bloc pour le maillot arc-en-ciel. Mais je lui souhaite le meilleur, mais j'ai l'impression que sur les grands rendez-vous cette année, il y a quelque chose qui coince. Là ici, comme tu l'as dit, Nico, elle a une série qui est absolument hallucinante depuis le début de la saison, 18 victoires. Elle a une petite gêne au mollet qui a fait qu'elle a fait l'impasse dimanche sur Augerate. Donc moi, je me demande s'il n'a pas une courbe de forme qui est un petit peu inverse, si on peut dire ça comme ça, celle de Puke Peters qui a fait le doublé ce week-end. Elle a commencé sa saison en cross beaucoup plus tard, un mois et demi plus tard, si je me souviens bien, à Namur. Elle était vraiment impressionnante, autant à Maasmechelen qu'à Augerate. Brandt, c'est un petit peu l'inconnu. Je pense qu'elle a une grosse charge d'entraînement au niveau de son stage pour préparer au mieux le championnat du monde chez elle. Mais la question, c'est de savoir si elle l'a digéré parfaitement et si elle n'est pas un petit peu fatiguée et moussée par rapport à la concurrence, justement. Ouais, c'est une période de l'année, Jean-Marc, chez les filles comme chez les hommes, où le stage en Espagne début janvier a beaucoup d'importance. On sent d'ailleurs que Van Der Poel a peut-être encore gagné en forme à l'approche de ce championnat du monde. Pour revenir sur Brandt, c'est typique de la difficulté de répondre le jour J. Un championnat, c'est un jour. C'est pas aller gagner à gauche, à droite, c'est un jour. Là, jusqu'à présent, c'est 2 fois raté. Est-ce que c'est pas le jamais 203, comme on dit? Et j'ai effectivement l'impression qu'elle est partie en boulet de canon dans le début de saison, et qu'elle est sans doute un peu de l'autre côté de la pente. Est-ce que ça va suffire pour aller chercher le maillot arc-en-ciel? Surtout quand la concurrence va surtout être interne, je trouve. Ça va être beaucoup de Néerlandaises qui vont être en lutte pour la gagne. Donc comment est-ce que ça va se passer? C'est un peu ça la question aussi, je trouve. Chez les hommes, le vainqueur, on va peut-être pas débattre très longtemps, mais qui sont les plus grands adversaires de Van Der Poel? La chute et les crevaisons. Ça peut éventuellement le coincer à un moment donné de la course, qui peut être à un moment donné crucial. En sachant que 2 crevaisons, ça ne suffit pas. Mais ça dépend à quel moment de la course. Voilà. C'est son papa Adrien qui a dit ce week-end que ça restait un sport mécanique, c'est vrai. On n'est jamais à la merci d'un petit incident, mais en dehors de ça, sincèrement, je vois pas qui peut aller vraiment l'inquiéter à la pédale, comme on dit. Championnat du monde qui se déroulera à Ulst ce week-end, samedi pour les femmes, dimanche pour les hommes. Le parcours, en quelques mots, un parcours assez technique avec une descente très piégeuse. On a déjà vu assez souvent des chutes dans cette descente, surtout quand c'est humide. Je pense qu'il va pleuvoir ce week-end, Nico. Il pourrait pleuvoir en plus, donc on pourra avoir un championnat du monde assez épique. Peut-être que ça mettra du suspense si d'aventure Mathieu fait une glissade à un mauvais moment. Mais... Ce qu'il y a, c'est qu'il a gagné donc toutes les courses, Mathieu Van Der Poel, et il a gagné avec des méthodes différentes à chaque fois. Quand il est parti derrière, quand il est parti au premier tour, quand quelqu'un l'ennuyait jusqu'à 3 tours de l'arrivée.
Il y a juste au sprint, je crois qu'il n'a pas gagné. Ouais, il a en tout cas parfois attendu le dernier tour, mais il n'a pas le voilà, donc c'est difficile à dire. Est-ce qu'il va aller, est-ce qu'il s'envole tout de suite ou est-ce qu'il va être un peu plus attentiste? Mais il est tellement au-dessus du lot que je pense qu'il peut décider lui-même quand ça va se jouer. Ouais, malheureusement, on n'aura pas Wout van Aert pour aller le chatouiller. Je pense que ça aurait pu être le seul gars capable de vraiment l'inquiéter. Nys, moi j'ai le sentiment un petit peu comme pour Brandt, qu'il a commencé sa saison de cross très tôt, au cross du Koppenberg le 1er novembre. Et il est aussi, je pense, relativement fatigué. Peut-être que Del Grosso va être capable d'inquiéter un petit peu Van Der Poel sur un parcours technique. On sait que c'est une de ses principales qualités. Mais comme le dit Jean-Marc, il est tellement impressionnant. Pour l'avoir vu dans le bac à sable là, ce week-end à Maasmechelen, il dégage une impression de puissance qui est hallucinante, vraiment. Ouais. Nys, Del Grosso, c'est les deux noms qui ressortent. Niels Van de Putte vient de faire quand même 2 fois 3e à Maasmechelen et à Augereit. Mais effectivement, si Niels Van de Putte est champion du monde dimanche, il y aura beaucoup de surpris quand même. C'est clair. Mais j'ai lu également un article concernant Nys. J'ai l'impression qu'il a pris un coup sur la cafetière en étant 4e, qu'il est un peu dépité, qui se dit à une semaine du championnat du monde, il était très déçu de pas le faire, qui veut même manger des frites, subitement. Il a des humeurs parfois un peu lunatiques. Voilà, une espèce de décompression subite. Alors soit il va se ressaisir et il va nous sortir un championnat du monde où il fera sa meilleure place possible, c'est-à-dire 2, où il passera à côté. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a un tout petit peu débranché la prise ce week-end. Aussi, Augereit, c'est un sprint en faux plat, là où Van Der Poel a été champion du monde devant Van Aert il y a 3 ans. Nys ne s'attendait sans doute pas à perdre ce sprint, c'est quand même son terrain de jeu, un sprint comme ça sur du 4 ou 5%. Il y a Del Grosso qui le remonte, quand il voit Del Grosso passer, il s'arrête un peu de pédaler et il s'attend pas à voir Van de Putte lui chipper aussi le podium. Voilà, je pense qu'il était déçu, mais on peut quand même s'attendre à ce qu'il parvienne à se remobiliser cette semaine. Oui, bien sûr. Puis comme je le disais, c'est un gars qui est parfois un petit peu lunatique, avec des humeurs très changeantes, Et ça c'est assez marquant quand on voit ses interviews en début de course. Il y a des fois où on a l'impression qu'il est totalement démobilisé et qu'il vient là presque par obligation, et d'autres fois où on voit vraiment la détermination dans son regard. Et on espère tous que dimanche, il sera dans le 2e mood, on va dire. Vos pronostics pour ce championnat du monde? Premier. On va être d'accord, Jean-Marc. Mathieu Van Der Poel. 2e. Moi, je vais mettre Del Grosso 2e. Même chose. Et 3e. J'espère Nys. Et moi, pour ne pas dire la même chose que Jean-Marc, j'avais mis Niels Van de Putte. Okay. Donc un triplé. Bon, pour citer d'autres noms, je dirais quand même de faire attention au duo de la Ridley Cycling Team avec Felipe Horst, qui est quand même très en forme depuis 2 ou 3 crosses et qui va arriver sur un cross très technique qui lui convient très bien. C'est aussi le plus casse-cou de tous quand il y a une descente glissante, lui il fonce, il s'en fout. Et Joris Nieuwenhuis qui est très en forme aussi, malgré des parcours qui lui convenaient pas vraiment, ces 2 ou 3 derniers crosses très rapides. Si c'est un peu plus boueux, ça pourrait peut-être lui convenir pour un podium, bien sûr, pas pour titiller Van Der Poel. Quelque chose à rajouter sur cette belle semaine qui nous attend, avec quand même du Remco à l'œuvre, du Van Der Poel à l'œuvre, du Thibaut Nys. Maintenant, ça sent vraiment le début de la saison. Il va y avoir les grands noms qui vont arriver, donc on est impatient. Bientôt des courses à la télé. Allez, on s'approche. À bientôt, à la semaine prochaine, et on vous réserve peut-être une surprise pour la semaine prochaine. À bientôt. Radio Peloton.